À la capacité de notre système d'innovation agricole aujourd'hui à soutenir une agriculture durable et notamment à faire évoluer les pratiques agricoles. Alors pour ça, je vais d'abord vous expliquer un peu de quoi on parle quand on parle de système d'innovation agricole dans mon champ à moi, qui est plus en sciences sociales. Et puis on va faire une incursion dans le système d'innovation agricole québécois à partir de recherches qu'on a menées donc dans mon laboratoire. Et puis on va tirer donc quelques enseignements, puis je vais ouvrir sur des pistes de réflexion pour la recherche scientifique sur notre système d'innovation agricole. Alors les systèmes d'innovation agricole, c'est quoi ? Donc dans mon domaine, quand on s'intéresse au système agricole, ce qu'on va chercher à faire, c'est chercher à comprendre comment est-ce que des institutions, des organisations, des réseaux et des acteurs vont réussir à interagir pour inventer, puis pour passer de l'invention à l'innovation. L'innovation étant ici pensée comme une invention qui est utilisée. Que cette innovation, elle soit technologique, organisationnelle, un produit, un procédé, peu importe. Donc on va s'intéresser notamment à comment est-ce que des chercheurs de différents milieux, des agriculteurs, des conseillers, des organismes de diffusion et transfert, des consommateurs, des institutions publiques, des politiques, des programmes de soutien, vont réussir à travailler ensemble et donc, en l'occurrence, à innover. Ces systèmes d'innovation agricole, on peut les regarder à différents niveaux. On peut regarder notre système d'innovation à l'échelle nationale, à l'échelle provinciale, régionale et locale. On peut également regarder des systèmes d'innovation à l'échelle d'entreprise, comme par exemple, on a vu cet exemple de Nutrinor ce matin, où on a un système d'innovation là qui est autour d'une entreprise. On aurait également d'autres types d'entreprises au Québec. Pensons par exemple à certaines entreprises qui veulent commercialiser du blé biologique et qui vont mettre en place autour d'eux tout un système d'innovation pour que les agriculteurs changent leurs pratiques. On pourrait également le voir au niveau de certains secteurs, ou encore à des échelles territoriales, comme par exemple à l'échelle de bassins versants. Cette innovation agricole aussi, il faut essayer de l'imaginer comme ayant une histoire. Et cette histoire-là, on va voir qu'elle a une influence aujourd'hui sur la manière dont on innove aussi. Et on a aujourd'hui différents modèles d'innovation, en fait, souvent qui cohabitent. Alors, majoritairement, depuis les années 60, on a mis en place tout un système d'innovation qui est plutôt une chaîne, donc qui est axée sur l'idée qu'il faut diffuser nos innovations et faire du transfert technologique. Puis, cette chaîne-là, elle repose essentiellement sur le prémisse qu'il y a des chercheurs qui font de la recherche, des intermédiaires qui font du transfert, et puis des agriculteurs qui vont au final adopter des pratiques. Alors, c'est une chaîne très linéaire, et puis je vous renvoie c'est une chaîne qui est encore très présente aujourd'hui, c'est pour ça que ma flèche, elle se continue, puis je pense qu'elle aurait pu débuter bien avant 1960 aussi. Parce qu'au Québec, au moment où on met en place les écoles d'agriculture et les premiers agronomes, c'est bien avant ça. J'ai écouté le ministre Lamontagne hier, puis il nous a dit, le plan d'agriculture durable, il y a 3 piliers. Il y a le pilier production des connaissances, il y a le pilier transfert, puis il y a le pilier adoption. Je ne sais pas si ça résonne quelque chose là avec cette chaîne linéaire, là, mais on voit que c'est un modèle qui est toujours très présent. Et puis, on s'est rendu compte que ce modèle-là, il avait pas mal de limites. Alors, on a essayé d'inverser le système aussi. Donc, à partir des années 70, on va voir en place se mettre des modèles où, au contraire, on va partir des besoins des producteurs. Donc, on va inverser la chaîne, en fait. On va partir des besoins des producteurs, puis là, bien souvent, on va se retrouver avec tout un ensemble d'acteurs qui vont se mettre à regarder quels sont les besoins, comment ça marche. Et parfois, ça met aussi les autres acteurs dans une autre position. Puis, c'est les premières approches systémiques qui vont commencer à se développer, avec des atouts, avec des limites aussi. Et puis, à partir des années 90 notamment, on va voir émerger en fait des discours en disant notre système d'innovation, il faudrait le penser différemment. Puis on va voir la FAO proposer des choses, d'autres acteurs proposer d'autres choses également. Mais globalement, l'idée qui émerge depuis les années 90, et notamment face aux enjeux environnementaux, c'est que bien souvent les enjeux environnementaux appellent à des systèmes d'innovation qui vont être beaucoup plus intégrés, où on va devoir faire travailler en fait une diversité d'acteurs au même niveau et plus endogène et plus ancré en fait dans la réalité des territoires, parce que ce qui se passe dans le bassin Laurent, c'est pas forcément ce qui se passe en Montérégie. Et puis il faut s'adapter à l'agroécosystème local. Et donc on va avoir besoin de travailler sur des systèmes d'innovation qui vont être plus intégrés et plus endogènes, multi-acteurs et participatifs. Et là, on va dire, faudrait réussir à faire travailler tout ce monde-là ensemble, chercheurs, intermédiaires, experts et professionnels, y compris du monde non agricole, les consommateurs, qu'on voit rarement, et les agriculteurs. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui bien souvent avec des systèmes où tous ces modèles-là d'innovation peuvent cohabiter.
Alors, ça vous a dressé un petit peu la table sur nos différents types de systèmes d'innovation agricole. Maintenant, je vous emmène un peu, qu'est-ce qui se passe chez nous? Puis je vais prendre appui sur mes propres travaux de recherche, sachant que c'est une vision partielle du système d'innovation agricole, mais pour moi, c'est une manière de vous faire réfléchir, en fait, à nos modèles d'innovation agricole. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Donc, il y a quelques années, on a développé donc avec des acteurs du territoire un laboratoire vivant sur la réhabilitation des agroécosystèmes, donc qui s'est appelé l'Acadilab, qui est en fait un système d'innovation agricole qui est plus endogène et systémique. On est à l'échelle d'un bassin versant, on fait travailler ensemble des agriculteurs, des différents organismes du milieu, des chercheurs ensemble. Et c'est un système d'innovation dans le sens où il y a à la fois une structure à ce dispositif-là, un processus. Donc vous voyez ici notamment la méthodologie d'innovation annuelle qui est reproduite année après année. Donc c'est un dispositif très structuré et une gouvernance également avec un partage des pouvoirs entre les différents acteurs dans ce dispositif-là. Et on va associer donc du monde agricole et du monde non agricole également dans ce dispositif-là pour essayer de trouver des solutions et notamment favoriser l'adoption de pratiques agro-environnementales par les producteurs. Dans le cadre de ce projet-là, on a eu la chance en tant que chercheur, de pouvoir suivre des producteurs qui étaient dans ce dispositif-là. Et on a notamment mené une étude longitudinale sur 6 ans de 20 producteurs qui ont participé, donc de 2015 à 2021. Et donc on a développé un modèle que je vais vous présenter tantôt sur comment est-ce que les producteurs font pour changer leurs pratiques. Et donc on a pu valider après dans d'autres territoires. L'idée de ce projet-là, c'était de comprendre comment est-ce que les producteurs intègrent des pratiques agro-environnementales, quel est le processus, et puis c'est quoi les facteurs qui influencent les producteurs à différentes étapes de ce processus-là. Je ne veux pas vous présenter tous les résultats de la recherche, mais juste certains résultats pour réfléchir à notre système d'innovation. Alors, une des choses notamment qu'on a pu mettre en évidence et qu'on a pu en fait élaborer à travers cette étude longitudinale, donc c'est en fait assez rare d'avoir des études longitudinales sur l'adoption, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. On a essayé de comprendre comment les producteurs font pour changer leurs pratiques. Et vous voyez ici donc donc le modèle qui a été développé et comment est-ce que les producteurs peuvent passer finalement d'un stade d'inaction où je n'ai pas l'intention de changer mes pratiques à une phase de résistance. J'ai pas vraiment envie d'y aller, mais je sais que je pourrais y aller, mais je résiste, je veux pas y aller. À une phase d'ambivalence, j'hésite à y aller. Au déclic, ok, je pense que je vais y aller, mais je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je vais me préparer à y aller, donc j'imagine comment est-ce que mon changement pourrait se produire, jusqu'à donc je me prépare. Donc là, je vais commencer à me construire une vision précise de mon changement. Qu'est-ce que je vais changer concrètement dans mes pratiques pour y arriver? Je me mets en action. Ça, globalement, c'est je vais faire un essai à petite échelle sur ma ferme. Et finalement, à la fin, j'intègre. Donc, je vais assimiler cette nouvelle pratique dans mon système. Je vais l'intégrer et ça va perdurer dans le temps. Puis, vous voyez, on a des flèches dans les deux sens parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les producteurs, ça allait pas forcément tout droit, cette histoire-là. Des fois, on pouvait faire des allers-retours et puis avancer plus vite, avancer moins vite, etc. Donc, nous, on a pu mettre en évidence ça. Et puis, l'autre chose qui est ressortie de cette recherche-là, c'est que, d'une part, pour passer d'une étape à l'autre, en moyenne, les producteurs prenaient 2 ans. 2 ans pour passer, puis vous voyez le nombre d'étapes. Donc, c'est un processus qui est long. L'autre chose qu'on a mis en évidence, c'est que des systèmes comme celui de l'Acadilab, puis il y a plusieurs autres initiatives aujourd'hui, puis vous allez en voir des initiatives qui sont extrêmement porteuses, comme celle de la rivière Pot-au-Beurre tantôt, qui vont accélérer ce processus-là, parce que ça va permettre un apprentissage par les pairs, un apprentissage par l'expérience, ou encore ce qu'on appelle la facilitation sociale. Alors celui-là, je vous le définis. C'est l'idée que les producteurs, quand ils travaillent en groupe, ils peuvent se comparer avec leurs voisins, et puis ça agit comme un moteur du changement. Parce qu'on se dit, je pourrais faire ça chez moi ou comme ça, de cette manière-là, puis ça stimule finalement le changement. Et l'autre chose qu'on a pu remarquer, c'est que quand les producteurs arrêtaient de participer aux activités de ce dispositif-là, ils stagnaient dans le processus. L'autre chose auquel on s'est intéressé, c'est de regarder quels étaient les différents facteurs qui allaient agir sur ce processus de changement de pratique. Puis là, on parle essentiellement de l'intégration donc de pratiques agro-environnementales et on s'est surtout intéressé à l'intégration de bandes riveraines ou encore de cultures de couverture ou de fragmentation, de diminution de la fertilisation. Et donc, on a regardé un peu quels étaient les facteurs qui jouaient. Puis, on s'est rendu compte que
quand le producteur était en phase d'action, c'est là qu'il faisait appel au conseil agricole. Puis, mais par contre, on voyait que le conseil agricole, il jouait absolument pas dans les phases avant. Il n'était absolument pas présent. Alors on s'est dit, mais finalement, qui c'est qui aide le producteur dans les phases avant? Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Et dans le dispositif, finalement, qu'est-ce qui fonctionnait? C'était l'apprentissage par les pairs. Donc quand les producteurs ne sont pas dans un dispositif comme l'Acadilab, c'est les voisins, finalement. Ça peut être très ponctuel. Quand ils sont dans un dispositif où ils peuvent travailler en groupe, ensemble, il y a un apprentissage par les pairs qui se font, puis du coup, ça accélère le processus. Alors, on commençait à mieux comprendre comment ça fonctionnait, mais on a quand même été assez terrifiés, excusez pour le terme, du fait que finalement, le conseil agricole, il ne jouait qu'à la toute fin du processus. Et que quand les producteurs n'étaient pas dans un dispositif d'accompagnement, justement, où ils pouvaient échanger entre eux, qui c'est qui les aidait? Donc ça, c'est resté une question assez importante pour nous. Et puis, on s'est du coup tourné vers les agronomes qui travaillaient avec nous dans l'Acadilab, puis on leur a demandé, mais vous pourriez pas agir avant, dans ce processus-là? Ils nous ont dit, mais dans mon travail, moi, je dois répondre à un besoin. C'est pas mon travail que d'agir avant. Alors, ça nous a beaucoup questionnés. Et du coup, on a fait un autre projet de recherche où on a été enquêter des conseillers agricoles au Québec. Et là, on s'est dit, on va ouvrir la boîte des conseillers agricoles. Il n'y a pas juste des agronomes conseils, il y a énormément d'autres gens qui agissent sur l'agriculteur pour qu'il change ses pratiques. Donc, on a été regarder, en fait, à la fois des agronomes conseils de différentes organisations, mais également des gens qui peuvent travailler, par exemple, dans les OBV ou dans différentes organisations agricoles, des gens qui travaillent également dans les organisations publiques, pour voir un peu quels étaient leurs effets sur le changement de pratique des producteurs vers l'intégration de pratiques agro-environnementales. Et notamment, ce qui nous a intéressé, c'est qu'est-ce qui influence les pratiques professionnelles des conseillers. Alors, on s'est dit, on va regarder à la fois le conseiller lui-même, l'individu, comment est-ce que lui peut jouer, son métier, qu'est-ce qui encadre son métier, l'organisation dans laquelle il travaille, le contexte sociopolitique dans lequel il œuvre, et puis les bénéficiaires de ces conseils, les producteurs agricoles. Il y a peut-être avec des producteurs agricoles, c'est plus facile que d'autres, on imagine, je pense qu'on le voit tous. Alors, cette recherche-là, donc nous a permis déjà de mieux comprendre ce monde du conseil agricole qu'on a ouvert. On ne parle pas uniquement des agronomes. Et donc on s'est intéressé à la fois au conseil de première ligne et de deuxième ligne. Puis dans la première ligne, on a vu qu'il y avait des conseils, des conseillers qui travaillaient dans le cadre d'un conseil qui était sollicité par le producteur parce qu'il était marchand. C'est-à-dire que le producteur est obligé de payer pour avoir ce conseil. Et là-dedans, on retrouve donc tout ce qui est conseil agronomique classique, avec le conseil agronomique qui peut être non lié ou lié à la vente d'intrants. Et puis, on a également mis en évidence qu'il y a un autre mode de conseil qui se développe. Lui, il n'est pas sollicité par le producteur, puis il n'est pas marchand, donc il est gratuit. Et eux, ils font essentiellement du conseil thématique en agro-environnement. Alors on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on a là des conseillers qui pourraient agir pour, finalement, en amont du processus de changement des producteurs, quand ils n'ont pas encore décidé de changer. Et puis au niveau du deuxième ligne, on s'est rendu compte, eux, ils travaillaient surtout au niveau de la concertation régionale entre les différents acteurs, ou alors, par exemple, du soutien à des projets régionaux. Puis on a regardé un peu, donc là vous retrouvez mes 5 types de conseillers en haut, là, première ligne, deuxième ligne, puis mes 5 types de conseillers. Et puis, donc on a regardé quels effets ils avaient sur les changements de pratique des producteurs. Alors finalement, mes 2 premiers types de conseillers, eux, ils vont soutenir donc le producteur dans ses changements de pratique quand le producteur a déjà décidé de changer. Et puis, il donne un conseil essentiellement directif et individualisé. Donc, c'est vraiment l'expert en agronomie qui va agir et puis qui va agir en 1 à 1. Et de l'autre côté, donc notre conseil thématique en agro-environnement, où on se disait, eux, ils vont pouvoir agir en amont du changement. Eux, effectivement, ils peuvent agir, ils peuvent inciter au changement, donc aider les producteurs à cheminer dans le processus de changement avant qu'il ait décidé de changer. Mais ils délivrent toujours un conseil individualisé. Alors ça nous a... tiens, pourquoi donc? Parce que c'est toujours un conseil individualisé. Et puis la deuxième ligne, eux vont plutôt avoir un rôle de facilitateur puis d'intermédiaire dans les projets territoriaux pour essayer de faire travailler les différentes personnes ensemble. Donc on a regardé parmi les différents facteurs qui les influencent, qu'est-ce qui joue positivement ou qu'est-ce qui constitue un frein finalement pour aider les producteurs à changer leurs pratiques.
Et pour les conseillers qui délivrent plutôt un conseil agronomique classique, on avait un triptyque de facteurs qui jouait un peu comme un système et qui, en fait, limitait la possibilité de ce conseil agronomique à agir en amont des changements, en amont de la décision de changement des producteurs. Donc évidemment, le fait d'être placé dans une relation marchande qui fait que le producteur, évidemment, faut qu'il le demande pour que l'agronome aille agir. Puis là, on retrouve donc l'énorme enjeu lié au paiement à l'acte chez le conseiller agronomique non lié. Des normes professionnelles également chez ce groupe de conseillers, où finalement, des normes professionnelles qui font qu'être un bon agronome, c'est être l'agronome de référence pour un producteur, avoir sa confiance et avoir son lot de clients. Puis ça prend du temps, ça prend de l'investissement, puis ces gens-là, ils n'ont pas forcément le temps d'agir en amont avec ce système-là de normes professionnelles également. Et puis toute une culture agricole également, donc les bénéficiaires de leurs conseils, qui finalement, pour eux, c'est plus facile d'avoir la solution facile, et du coup qui vont pas forcément avoir le désir de faire tous les efforts nécessaires pour modifier leurs pratiques. Donc ils sont pris dans un système finalement qui vient limiter énormément leurs possibilités d'avoir une influence en amont du désir de changement des producteurs. Puis notre conseil thématique en agro-environnement, où là on avait des conseils qui travaillaient dans différents types d'organisations, environnementales ou agricoles. Là, on s'est dit, eux, ils vont pouvoir agir en amont du changement, puis ils vont pouvoir accompagner les producteurs en amont de leur désir de changer. Mais en fait, non, parce que ces conseillers-là, ils sont peu nombreux. Et puis, souvent, ils ont un manque de crédibilité ou de légitimité dans le monde agricole, parce que, notamment pour ceux qui viennent des organismes environnementaux, ils n'ont pas forcément la crédibilité, la légitimité pour agir, donc ça les freine beaucoup. Et puis, ils ont un mode de financement qui les pousse à faire uniquement du conseil individualisé, parce que on les pousse à faire vraiment pas des recommandations, mais des espèces de diagnostics spécifiques pour des fermes. Et donc, finalement, ça stimule pas forcément l'apprentissage par les pairs, ces choses-là. Et puis, dans le conseil de deuxième ligne, vous souvenez, eux, ils agissent comme des intermédiaires dans les projets territoriaux, mais il y a parfois des régions où les relations interorganisationnelles vont pas très bien. Donc, finalement, quand les relations interorganisationnelles vont pas bien, évidemment, ces gens-là peuvent pas beaucoup jouer leur rôle, finalement. Il y avait par contre des leviers qu'on a vus dans certaines régions ou plus globalement. Le premier levier, c'est que globalement, tous ces conseillers, l'agro-environnement, c'est quelque chose qui leur tient à cœur et ils aimeraient bien pouvoir faire plus. Donc les motivations et les intérêts personnels des conseillers sont là, mais on a vraiment un système qui limite beaucoup leur impact. Et on a également vu dans une région la présence d'une table de concertation qui était portée par un acteur qui était extérieur au monde agricole, mais lié à lui et qui avait du pouvoir en fait pour agir sur le monde agricole. C'était une MRC, donc leur pouvoir en gestion des cours d'eau. Ils avaient créé une table de concertation et ça faisait en sorte que les organisations se parlaient et puis que tous ces différents conseillers-là réussissaient à travailler ensemble et à allier leurs efforts pour faire des choses. Et ça, c'était intéressant. L'autre chose auquel on s'est intéressé dans cette recherche-là, c'est comment est-ce que ces différents types de conseillers mettent à jour leurs connaissances. Et donc, pour le conseil agronomique non lié à la vente d'intrants, ils font beaucoup d'essais eux-mêmes sur les fermes. Donc, c'est beaucoup ces essais-là qui jouent. Ceux qui travaillent dans du conseil agronomique lié à la vente d'intrants, ils mettent beaucoup leurs connaissances directement. En fait, la mise à jour de leurs connaissances passe essentiellement par l'industrie. Pour d'autres types de conseillers, ça passe davantage par les événements régionaux. Et finalement, pour notre cinquième type de conseillers, eux, ils vont utiliser de la connaissance scientifique. Et moi, ça m'a un peu surpris. Je me disais, il y a peut-être quelque chose à fouiller là. Finalement, il n'y a qu'un seul groupe de conseillers qui utilise la connaissance scientifique. Donc, peut-être qu'on peut questionner un peu certaines choses à ce niveau-là. Après, on ne sait pas comment est-ce qu'elle est digérée par les autres organisations, etc. C'est très complexe, ce passage de la connaissance scientifique, cette diffusion de la connaissance scientifique-là, mais ça questionne quand même ces résultats-là sur comment est-ce qu'on met à jour nos connaissances, d'où viennent les principales sources de connaissances. Alors, que retenir de tout ça ? Ou en tout cas, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je retiens, et vous allez voir que j'ai beaucoup de questions en fait pour l'avenir et une grande invitation pour le milieu de la recherche.
Je pense qu'actuellement, on a un certain nombre de freins pour une agriculture durable. D'abord, les intermédiaires. Donc, typiquement, dans nos systèmes d'innovation, tout ce qui est conseil agricole, on considère que on les met dans la petite boîte des intermédiaires. Alors, on peut évidemment beaucoup remettre en cause ça, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ils font beaucoup d'essais par eux-mêmes. Donc, c'est aussi des producteurs de connaissances. Puis, on a vu donc, au cours du congrès des producteurs qui sont eux-mêmes des producteurs de connaissances. Puis, vous allez en voir un exemple ici. Donc tantôt, M. Capletch, ce qui va venir parler de la rivière Pot-au-Beurre, c'est définitivement un producteur de connaissances aussi. Mais bref, on a là donc des intermédiaires de l'innovation dont leur rôle est considérablement limité par un ensemble de facteurs qui vont agir de manière systémique et qui vont aussi limiter fortement donc ce rôle-là dans leur capacité à aider les producteurs à modifier leurs pratiques. On a beaucoup des systèmes d'innovation endogènes et participatifs qui se développent de plus en plus, mais qui eux-mêmes vont se retrouver limités par un modèle dominant qui reste une chaîne d'innovation très descendante et qui est très très fortement structurée et donc qui bloque l'impact du conseil agricole et des politiques qui se nourrissent à l'invention plutôt qu'à l'innovation. Et pour moi, c'est un frein majeur, alors que l'innovation, elle demande du temps. Et je vous renvoie ici à mon petit schéma qui vous montre que le producteur, il met 2 ans à passer d'une étape à l'autre. On a besoin de politiques qui se nourrissent à l'innovation plutôt qu'à l'invention. On a quand même quelques leviers pour une agriculture durable. La présence de tables de concertation supralocales en agro-environnement. Puis là, j'insiste, porté par un acteur qui est extérieur au monde agricole, mais qui a un pouvoir, donc un pouvoir d'agir sur lui. Ça peut être un levier intéressant sur lequel s'appuyer. Ça fait en sorte que les gens se rencontrent, se connaissent. Le conseil agricole est un monde où le méchant, c'est toujours l'autre. J'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de représentations négatives à l'égard du mauvais conseiller. Puis c'est toujours l'autre. Alors, il y en a toujours un plus méchant que l'autre. Et ça permet beaucoup d'aplanir ces représentations négatives et ça pousse les gens à travailler ensemble, notamment parce que c'est porté par une organisation qui a du pouvoir. Et soutenir des pratiques de conseil de groupe gratuites. Donc l'apprentissage par les pairs, c'est un moteur majeur à l'adoption et au changement de pratique. Et c'est définitivement un type d'apprentissage qu'il faut soutenir. Et c'est pas facile à bien mettre en place. Et ça implique pour le conseiller agronomique un changement de posture majeur, parce que c'est plus agir comme en tant qu'expert, mais c'est agir comme en tant qu'accompagnateur. Et c'est être capable de faire en sorte que les agriculteurs réfléchissent par eux-mêmes et se questionnent par eux-mêmes. Et donc ne plus agir comme expert qui a la solution, mais comme accompagnateur du changement. Et c'est pas évident. Et je pense que, en tout cas, il me semble qu'il y a là, dans ces premiers résultats qui ont étudié, c'est pas des recherches qui ont prétention à avoir étudié tous les types de systèmes d'innovation, puis les modèles qui émergent au Québec. Mais on voit qu'il y a beaucoup de modèles qui ont émergé au Québec. Et je pense qu'il y a une recherche à faire là-dessus, parce que ça soulève beaucoup de questions, notamment de réussir à mieux comprendre comment fonctionnent ces systèmes d'innovation agricole qui se mettent en place un peu partout. Ils sont souvent localisés et il y en a plusieurs qui réussissent à soutenir des avancées vers une agriculture durable. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Il y a quelque chose là donc d'important à documenter, à comprendre. Je pense qu'il faut aussi mieux comprendre comment est-ce qu'on produit et qu'on partage nos connaissances scientifiques et celles qui sont issues de l'industrie. Parce qu'on voit qu'il y a une concurrence et que les connaissances, elles circulent pas partout de la même manière. Et là, on a un enjeu quand même, il me semble aussi assez important. Et peut-être un autre objectif pour la recherche qui serait de réussir à comprendre comment est-ce que ces différents modèles, ils réussissent à coexister. Est-ce qu'ils sont complémentaires ou est-ce qu'ils sont en tension ? Et donc là aussi, je pense que mieux comprendre ces coexistences-là, ça pourrait être un objectif assez intéressant pour la recherche. Je vous remercie beaucoup.